services sociaux. Alors, comment on va procéder? Je vais faire une petite intro de peut-être un maximum 5 minutes et après ça, je vais passer la parole pour l'essentiel de la présentation aux deux représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vais faire une petite conclusion et on va se garder là, une période de questions de 15 à 20 minutes. Alors, on va commencer tout de suite parce que le temps est précieux sur l'heure du dîner. Alors, le RVP, depuis 3 ans, on a démarré une démarche collective autour de la périnatalité. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au constat suivant. On se disait, depuis au moins 40 ans au Québec, il y a des initiatives pour soutenir l'engagement des pères en période périnatale. Je connais des personnes des années 80 qui ont fait des activités pour les pères, des rencontres prénatales. Il y en a qui ont fait des trucs dans les années 90, 2000, 2010. Il y a eu un paquet d'initiatives au niveau local, régional, par le milieu communautaire, dans le réseau de la santé. Il y a eu de la recherche, mais il n'y a jamais eu vraiment d'action pleinement structurante. Puis on disait, il me semble que ce serait le temps, là, comme quelque chose de collectif, de clair, net et précis pour vraiment envoyer le message que le soutien à l'engagement des pères, à la coparentalité, à la période en période périnatale, c'est absolument essentiel. Bien sûr, il y a eu la politique de périnatalité 2008-2018 qui est encore en vigueur. Il y a une belle orientation sur les pères en page 63. Malheureusement, elle n'a pas été véritablement mise en œuvre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y avait encore du travail à faire pour vraiment qu'on ait quelque chose qui puisse soutenir les intentions, l'engagement de tout le monde là, dans toutes les régions du Québec. Donc, on a fait un petit sommeil en juin 2022. On a réuni une centaine de personnes pour se dire comment est-ce qu'on pourrait faire avancer le dossier. Les gens sont arrivés avec des pistes de solutions, des pistes d'action. On a créé un comité de travail national sur les pères et la périnatalité dans lequel il y a une dizaine d'organismes nationaux qui sont présents. N'oubliez pas de couper votre micro, c'est très important. On a aussi créé une formation en ligne sur les pères et la périnatalité qui est disponible sur le site web du RVP, qui est disponible aussi sur la plateforme ENA pour que les gens qui souhaitent en apprendre davantage sur les pères et sur comment les soutenir en période périnatale soient soutenus. Avec le comité, après ça, on s'est mobilisé pour poser des actions. On a fait une belle déclaration de principe, là, pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait plus que 1000 personnes qui ont souligné l'importance d'impliquer, soutenir les pères, les coparents en période périnatale. Donc, ce qu'on voulait, dans le fond, mettre en lumière, c'est que dans la société québécoise, il y a une forme de consensus autour de cette idée-là. Donc, les gens en intervention trouvent ça important. On a fait aussi un sondage auprès des parents, les pères, les mères, les coparents, et à plus que 95 % les gens nous disaient c'est important de soutenir aussi les coparents en période périnatale, de l'intégrer dans la démarche. On a aussi créé une plateforme de politique publique, de suggestions pour dire comment est-ce qu'on pourrait faire ça, de mieux intégrer les pères, les coparents en période périnatale. Et là, on était super chanceux, on a eu un timing d'enfer. Dans la vie, on a du timing, des fois on en a, des fois on n'en a pas. Cette fois-ci, on en a eu. Et là, pendant la Semaine québécoise de la paternité, où on a dévoilé notre plateforme, ben, le ministère de la Santé et des Services sociaux tenait ses consultations sur le plan d'action. Donc, on a tout simplement eu à partager notre plateforme et leur dire, ben, écoutez, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc, le timing était vraiment excellent, soutenu donc par le consensus social autour de cette belle idée-là. Et finalement, donc le 28 mars 2024, le plan d'action en périnatalité petite enfance a été dévoilé et j'ai été très content, très ému de constater que l'objectif 1.1, c'était centrer les soins et les services sur la cellule familiale. Donc, on parlait bien sûr toujours l'importance de mettre la mère et l'enfant au centre, mais aussi que dans ce centre-là, il y a aussi toute la cellule familiale, les pères, les coparents. Et il y a 2 actions qui visent spécifiquement dans le plan d'action à soutenir l'intégration des pères, des coparents en période périnatale. Donc, je vous ai fait une petite mise en contexte. Le plan d'action est dévoilé. On est maintenant à l'époque de sa mise en œuvre.
Je voudrais souligner aussi en terminant, avant de passer la parole à mes amis du ministère, qu'il y a aussi des travaux du ministère à l'heure actuelle sur le cadre de référence des rencontres prénatales. Ça aussi, ça pourrait être un levier pour poursuivre les objectifs là, dont on parle aujourd'hui. Et il faut souligner aussi que la Direction régionale de la santé publique de Montréal mène des travaux aussi actuellement sur une boîte à outils pour soutenir les intervenants, les intervenantes qui donnent des rencontres prénatales. Donc, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, mais on sait que c'est quand même des gros défis, tout ça. Hein, changer les mentalités, changer les actions, adapter les installations, les protocoles et tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux, mais on pense quand même qu'il y a un contexte favorable à une transformation. Donc, parfait. Merci d'avoir fermé votre micro. Alors, ben, écoutez, ben, sans plus tarder, je vais inviter donc nos deux amies conseillères du ministère de la Santé et Services sociaux à faire leur présentation. Tout d'abord, Dominique Fortier, qui est conseillère au dossier de santé mère-enfant à la Direction de santé mère-enfant, et aussi Julie Deschamps, qui est conseillère en prévention et promotion de la santé pour le volet périnatalité et petite enfance à la Direction du développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale. C'est quand même tout un titre, hein, ça, Julie? Et tu ne l'as pas dit au complet, donc imagine. Écoutez, fait que comme Il c'est un manque webinaire direction midi, régionale, il manque direction de santé publique. OK, pardonnez-moi, Non, Direction non, de la mais je ne santé l'ai pas publique. mis. À un moment donné, il faut que je coupe, là. Donc, il n'y a pas de OK, problème. c'est bon. Et je crois, Julie, que c'est toi qui prends la parole en premier. Oui, oui. Alors, la parole est à toi, Julie. Merci beaucoup, Raymond, pour cette invitation. Dominique et moi, on est bien contentes là, de pouvoir parler du plan d'action périnatalité petite enfance avec vous aujourd'hui. Je vais d'ailleurs appuyer le tout par une présentation PowerPoint. Et voilà. Juste aligner mes choses. Parfait. Donc, comme je disais, on est bien contente. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Pourquoi nous, on est deux? En fait, je pense que c'est important de spécifier que ce plan d'action-là relève autant de la direction de santé publique que la direction de santé mère-enfant au niveau de l'organisation des services. Donc, quand on parle de périnatalité et petite enfance, on veut, oui, donner des services, donner un accès à des services et selon les besoins des familles, mais aussi prévenir aussi cet aspect-là de prévention, promotion est aussi important. Puis, en tant qu'organisation que vous êtes, vous avez un rôle à jouer à certains niveaux. Donc, aller vers l'accès, prévenir certaines situations. Donc, on travaille vraiment main dans la main, là. Puis, c'est aussi ce qui fait le tout qui est fort, en fait, là, dans ce plan d'action-là. Donc, petit plan de présentation. Donc, on va faire une petite introduction sur, bon, qu'est-ce que c'est ce plan d'action. Je prends pas pour acquis que tout le monde l'a lu, loin de là. Donc, on va aller cerner quelques aspects. On va aller cerner les principes directeurs aussi qui sont à la base de ce plan d'action-là. Le plan d'action, vous allez voir, est distribué en 4 axes. Aujourd'hui, on va vraiment cibler le premier axe dont Raymond a parlé tout à l'heure, où le centre de la famille est mis de l'avant. Mais on va aussi aller aborder là, le troisième axe, étant donné qu'il y a un lien là, avec vous dans celui-là. Et tout au cours de la présentation, Dominique et moi, on a sorti des idées d'exemples plus concrets par rapport à votre situation quotidienne, vos activités, pour essayer de faire parler ces mesures qui peuvent être parfois moins concrètes là, sur papier. Donc, voilà un peu notre plan d'aujourd'hui. Donc, on parlait, Raymond l'a dit d'entrée de jeu, il y a eu une politique de périnatalité de 2008 à 2018. Donc, suite à cette politique-là, il y a eu
différentes consultations, réflexions, des bilans de la politique pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas été mis en branle encore. Donc, suite à ça, un plan d'action a été fait, puis il y a beaucoup de consultations qui ont été faites aussi avec les partenaires externes et internes au ministère, au réseau de la santé, dont Raymond disait justement que la plateforme qui avait été faite était arrivée juste au bon moment dans les consultations, et tant mieux. Ça a porté fruit, comme vous pouvez le voir. Donc, quand on parle du plan d'action en périnatalité, et petite enfance, on le voit sur 5 ans. Donc, a été lancé en 23-24, va aller jusqu'en 27-28. Vous voyez que le volet petite enfance a été ajouté versus la politique de périnatalité qu'il y avait initialement. En fait, pourquoi? Parce que c'est pas vrai que quelque chose, des actions, des besoins, des problématiques qui surgissent pendant la périnatalité ne se poursuivent pas pendant la petite enfance. Donc, il y avait un lien à faire poursuivre le tout. Il y a des besoins qui ne cessent pas, puis il y a des besoins qui commencent dans les premières années. Donc, c'était important de poursuivre les actions suite à la naissance de l'enfant. Puis, on voit ainsi un continuum dans les services auprès des familles des jeunes enfants. Donc, on voyait aussi la pertinence qui était reconnue par les partenaires, autant au sein du ministère, du réseau que les partenaires externes à travers différentes régions, différents niveaux aussi, quand on parle plus régional, local, de voir vraiment la périnatalité et la petite enfance comme un tout pour vraiment mettre en place des actions qui sont pérennes et qui ont un effet dans le temps. Donc, c'est pour ça que le plan d'action va vraiment de la grossesse jusqu'à temps que l'enfant ait 5 ans. Donc, on a 2 grands principes directeurs dans ce plan d'action-là. Donc, le travail collaboratif pour améliorer les transitions et augmenter la capacité. Donc, on veut pas réinventer la roue, on veut pas travailler en silo. Oui, c'est des choses qu'on dit souvent, mais c'est important de continuer de le dire et de continuer de travailler ensemble sur ces points-là. Donc, ça implique le réseau de la santé avec les professionnels de ce réseau, les intervenants du milieu communautaire, puis ça se fait à tous les niveaux. Et tous les niveaux ont des responsabilités dans ce plan d'action. Puis ça, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est de travailler ensemble. Vous allez voir dans ce plan d'action qu'on vous présente aujourd'hui, puis on n'ira pas voir toutes les mesures, là, ça c'est certain, mais gardez en tête qu'il y a des actions qui sont une responsabilité régionale ou locale ou ensemble. Donc, ce n'est pas des actions qui relèvent seulement du ministère. Donc, oui, c'est un plan d'action qu'on a publié, mais on est vraiment à des responsabilités partagées. Donc, il y a des aspects que nous, on va mettre de l'avant, mais il y a aussi des aspects qui vont être de la responsabilité plus régionale et locale. Donc, c'est important de garder ça en tête. Puis, on est vraiment, un des principes importants est qu'on est en partenariat avec les familles. Tantôt, Raymond parlait d'inclure la cellule familiale. Vous allez le voir dans le premier axe. Donc, on est vraiment le respect de cette cellule-là, la mère, le père, le coparent, le bébé, les autres enfants qu'il y a dans la famille. On est inclusif. Puis, la famille est vraiment au cœur de la prise de décision. Donc, c'est vraiment les besoins de la famille qui sont mis de l'avant. Puis vous allez remarquer dans certaines actions vous paraîtront pas nécessairement nouvelles et c'est normal. Donc, le plan d'action ne se veut pas de tout réinventer. Il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui se faisaient avant et qu'on veut poursuivre. Il y a des nouveautés qui s'en viennent également. Donc, vous allez voir, il y a des choses que vous faites déjà et tant mieux, ça se colle au plan d'action. Il y a des actions qui sont sous forme de financement de d'autres plans également et c'est correct. Dans le fond, l'idée, c'est de voir aussi que toutes les opportunités de financement qui existent ici et ailleurs, donc des appels de projets, des exemples comme ça, sont à prendre en considération pour travailler ensemble dans le même objectif auprès des familles et des tout-petits. Donc, les 4 axes du plan d'action, le premier est de renforcer le pouvoir d'agir ici des parents, de la famille. Donc, il y a plusieurs actions qu'on va décrire dans celui-ci.
Ensuite, innover pour améliorer l'accès. On parle surtout d'organisation des services, l'accès au réseau de la santé. Donc, on ne va pas aborder cet axe-là aujourd'hui, mais je vous invite à le consulter là, si vous voulez savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci. On va aller faire un petit tour dans le troisième axe pour soutenir les professionnels et les intervenants dans leur interaction avec les familles. Donc, dans cet axe, si on parle surtout de formation, outils d'accompagnement pour les intervenants, comment mieux accompagner les familles. Et le quatrième axe qu'on va laisser de côté aujourd'hui, c'est de développer des outils pour soutenir l'organisation de services. Donc, on parle ici d'indicateurs, de reddition de comptes, des choses comme ça, là, qui est un peu plus organisation de services, encore une fois. Puis, si vous voulez consulter toutes les mesures d'un coup d'œil, dans le plan d'action, il y a un annexe qui est un tableau résumé de toutes les mesures. Donc, ça peut faciliter la consultation là, si vous ne voulez pas lire le plan d'action au complet. Donc, je vais laisser ma collègue Dominique poursuivre l'action. Faites juste fermer votre micro. J'ai comme hâte qu'il passe quelque chose de plus. Merci. Donc, j'y vais en vous présentant quelques exemples dans l'axe 1, qui est le renforcer le pouvoir d'agir des parents. Donc, ce sont toutes des actions qu'on va vous présenter, mais qui s'adressent vraiment à la population là, directement, donc aux familles, au père, à la mère, à la fratrie. Donc, c'est vraiment pour essayer de soutenir au maximum l'expérience au niveau périnatal et parentalité. Donc, on peut passer à la suivante. Dans l'axe 1, c'est vraiment là que se retrouve la majorité des actions pour les pères. Donc, comme Julie et Raymond vous l'ont mentionné, c'est pour ça qu'on s'attarde vraiment à cet axe-là. Et l'objectif 1.1 là, qui vous est présenté et dont avait parlé tout à l'heure Raymond, c'est exactement celui-là sur lequel on va se concentrer. Donc, renforcer le pouvoir d'agir. Le premier objectif serait de centrer les soins sur la cellule familiale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, concrètement, on parle d'adapter les environnements, les pratiques pour soutenir et protéger la cellule familiale. Donc, ce qu'on veut, c'est d'impliquer le père, qu'il ne soit pas juste un acteur présent, que des fois, il se sent un petit peu de trop quand il y a des soins qui sont donnés à la mère ou à l'enfant. On veut qu'il fasse partie de l'écosystème, qui ait sa place, puis qu'on le considère aussi. Donc, des cours prénataux adaptés, comme Raymond a parlé, c'est quelque chose qui vient vraiment répondre à cet objectif-là, de considérer aussi l'horaire du parent. Est-ce qu'on peut avoir des rendez-vous en soirée pour lui permettre d'assister et de participer aux rencontres? Est-ce qu'on peut avoir aussi un peu de formation et de sensibilisation auprès des intervenants? Parce que des fois, c'est juste des petits gestes peuvent paraître anodins, qui vont faire que le père va s'impliquer ou va se sentir compétent. Tu sais, par exemple, c'est juste de peut-être lui demander s'il y a des questions, de lui demander directement à lui et non pas s'adresser de façon vague à l'entourage. Souvent, ça va être la mère qui va prendre le plancher. Donc, on peut poser des questions au père, on peut lui adresser des questions plus particulières, par exemple, sur la sécurité. Est-ce que vous avez des questions sur l'installation du siège d'auto, par exemple? Souvent, c'est des thèmes sécurité qui vont plus aller chercher le père. Donc, c'est vraiment de sensibiliser les intervenants à aller chercher l'intérêt et la motivation du père, de le considérer. D'utiliser un langage inclusif aussi, hein, c'est de le nommer. Donc, vous, en tant que père, comment vous vous sentez dans cette situation-là? Tu sais, de ne pas juste poser une question vague, là, comme je vous ai mentionné, de ne pas dire comment ça va avec le bébé. Ben, c'est peut-être juste de dire comment ça va, vous, en tant que père, dans vos nouvelles, dans votre nouveau rôle de parent. Donc, c'est des petits détails qui vont faire changer les mentalités et la perception que les pères ont de leur place au centre de la famille. On peut passer à la suivante, Julie. Donc, un autre exemple plus concret là, par rapport à ce que le ministère peut faire pour répondre à cet objectif-là, c'est d'adapter les différents formulaires et les pratiques là, aussi. Vous vous rappelez les fameux formulaires, la plupart du temps, ont comme
comme données à inscrire, ce sont nom de la mère, nom, prénom de la mère, nom du bébé. Souvent, on n'a pas de place pour inscrire le nom du père. Donc, quand on révise des formulaires, c'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais quand on révise des formulaires, on essaie d'avoir cette sensibilité-là, de pouvoir inscrire le nom du père et de la mère et de pouvoir laisser le choix aussi aux familles de décider qui sera l'intervenant principal dans ce dossier-là, qui sera contacté, pour pas que ce soit d'emblée la mère qui est contactée. Ça aussi, c'est un, un petit geste, mais qui peut changer beaucoup de choses aussi pour que le père puisse prendre sa place. Je vous en avais déjà parlé, mais offrir des plages de rendez-vous en soirée, ça également, c'est quelque chose qu'on estime important, puis qu'on transmet aussi là, quand il y a des projets ou quand il y a des directives qui sont envoyées du ministère, bien, on essaie de faire penser aux gens dans leur offre de service, de s'assurer qu'ils vont répondre aux besoins. On pourrait changer. Donc, un autre exemple, ce serait de mettre en place des espaces et des ressources pour favoriser l'implication et la participation des parents, dont le nouveau-né hospitalisé. Comment on fait ça? C'est un peu du langage difficile à décoder, un peu administratif. Je vous donne l'exemple. C'est par exemple de prévoir l'espace pour que le parent puisse justement ne pas se sentir de trop. On va vous montrer plus tard, un petit peu plus loin dans la présentation, des images, là, concrètement, ce que ça peut avoir là. Mais quand on développe des nouveaux lieux, par exemple en centre hospitalier, ben, on va essayer de prévoir des chambres qui sont plus grandes, qui vont permettre à la famille d'avoir une certaine intimité, puis de ne pas se sentir de trop quand l'équipe de soins va arriver pour faire justement ce qu'ils ont à faire avec l'enfant. Donc, d'offrir la possibilité aux parents de dormir ou de manger sur place, hein. Des fois, c'est juste de dire, ben, le père n'est pas considéré dans le séjour hospitalier. Là, je vous parle du séjour obstétrical. Là, quand la mère vient d'accoucher, ben, le père est obligé de se déplacer. Des fois, il ne peut pas manger sur place. Donc, il est obligé de laisser la maman avec le bébé. Juste de prévoir que le père puisse, par exemple, avoir un repas sur place, ben, ça lui permet d'être présent plus longtemps. Favoriser le contact parental en impliquant les parents dans les soins. Effectivement, il y a eu il y a de nombreuses années, hein, on demandait souvent aux parents de sortir de la chambre quand l'équipe de soins donnait justement des soins. On essaie de plus en plus d'être inclusif et de faire participer les parents parce qu'on sait qu'une fois à domicile, c'est eux qui vont devoir effectuer la plupart de ces soins-là. Donc, c'est une transition douce, une culture un petit peu différente qu'on essaie d'amener là, dans tout ce qu'on propose. Donc, justement, ce que vous montre Julie à l'écran, c'est l'exemple d'une chambre familiale. Donc, un nouveau projet, là, c'est un exemple, mais la chambre, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande. Elle comprend une salle de bain privée. Donc, ça permet aux parents de pouvoir être sur place, de ne pas avoir l'impression qu'il dérange. Il y a un espace prévu pour lui. Donc, il y a un fauteuil dans le coin qui peut se déplier, qui permet aux parents d'être présents 24 heures sur 24. Puis il fait vraiment partie là, de l'équipe de soins. Donc, il reste présent dans la chambre, peu importe le moment. Donc, on peut passer à la suivante. Celle-ci, c'est un isolette, en fait, pour un bébé, probablement dans une unité néonatale. Là, j'ai été chercher l'image sur Google, mais juste pour vous dire que des fois, ça peut nous sembler impossible de dire, ben, c'est un peu irréaliste de penser de faire des chambres qui prévoient de l'espace pour tous les parents dans certaines situations qui demandent des soins intensifs, par exemple, pour des nouveau-nés, ben, on ne pourra pas le faire. Ben oui, c'est possible. Puis c'est facile des fois juste de dire, ben, on va tirer un rideau pour permettre aux parents d'avoir un peu d'intimité. On va l'inclure. Et si on voit un papa là, qui fait du pot à pot avec son bébé, ça peut permettre des fois aussi aux professionnels de la santé d'aller faire le ménage d'isolette, changer les couvertures dans le temps que le papa fait du pot à pot. Donc, c'est toutes sortes de petites choses pour lesquelles on essaie de donner des balises également. Des fois, c'est juste d'avoir une chaise versante au bout de l'isolette pour permettre aux parents d'être là, d'être confortables, donc de participer. Juste pour vous rendre ça un petit peu plus concret. Donc, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de bien, on l'espère. On peut passer à la suivante.
C'est que je reprends la balle au bon. Je te relaisse la parole, Julie. Donc, on va changer d'objectif, toujours quand même dans l'axe 1, mais là, on parle de mettre en place des pratiques et des environnements favorables à la parentalité et au développement de l'enfant. Donc, comment on peut faire en sorte que les parents se sentent à l'aise d'être parents, comment comprendre le développement de l'enfant. Donc, un exemple d'action là, qui est en cours, il y a des travaux actuellement pour mettre en place un programme universel de soutien des pratiques parentales basé sur des données probantes. Donc, l'idée, c'est, il y a le CIUS de Capital National qui a été mandaté pour ce programme-là et ils ont engagé des chercheurs pour se pencher sur les contenus. Qu'est-ce que les parents ont besoin pour se sentir plus confiants dans leur pratique parentale? Et on parle ici de Carl Lacharité, que vous connaissez bien, de Georges Tarabulsi. Et avec ce programme-là, c'est un programme qui se veut universel dans un sens parce que ça pourra être pour des parents qui ont des enfants qui n'ont pas de besoins spécifiques. Donc, un parent qui veut en savoir plus sur tel sujet aura accès à de l'information sous diverses formes, mais aussi des parents dont les enfants ont des besoins plus particuliers auront accès à certains outils ou ateliers. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus sur le projet, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire là, peu à peu. Il y a aussi de faire connaître aux parents les ressources d'aide et de soutien en matière de santé mentale. Donc, la santé mentale, on entend parler de plus en plus dans les dernières années. Ça a tout à fait sa place en périnatalité et petite enfance. Puis, que c'est autant le père, la mère, le coparent qui doit avoir une bonne santé mentale. Donc, comment faire en sorte de prévenir aussi cette santé mentale-là, de prévenir les effets que la périnatalité, la petite enfance peut avoir, une période qui peut avoir beaucoup de stress, de questionnement. Donc, il y a un exemple ici à l'écran d'un outil de promotion d'une santé mentale positive en périnatalité qu'on a fait au ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec le CHU Sainte-Justine. Donc, ça, c'est un exemple d'outil qui a été publié au printemps. Donc, vous allez l'avoir dans les liens, là, dans le courriel post-webinaire que Raymond va vous faire parvenir. Mais je suis certaine aussi qu'il y a d'autres outils qui existent, que vous faites déjà des actions en ce sens. Donc, c'est vraiment important de considérer autant la santé mentale du père, de la mère, mais des adultes entourant l'enfant. Ensuite, quand on parle d'environnement favorable, on pense aussi à l'allaitement. Donc, c'est sûr que la périnatalité, on parle beaucoup de cette pratique d'allaitement. Donc, un exemple d'action à mettre de l'avant est de favoriser le déploiement des pratiques optimales en allaitement pour soutenir les femmes et leurs familles dans la prise de décision quant au mode d'alimentation du nourrisson et dans la préparation de l'allaitement, l'amorce de celui-ci et la poursuite aussi de l'allaitement. Puis c'est certain que le père a sa raison d'être dans l'allaitement. Oui, c'est pas lui qui va mettre le bébé au sein, mais il peut faire plusieurs soins autour. On peut aussi discuter de l'allaitement avec les parents, des rôles partagés d'ailleurs. Donc, quand on parle des soins autour de l'allaitement en tant que tel. Le papa peut faire du pot à pot avec son bébé pour avoir ce genre de contact qui peut ressembler au contact que la mère a lorsqu'elle donne le sein. Faire le rôle, le changement de couche, donner le bain, bref, tout ce qui est autour, que le bébé a besoin de ces soins-là. Donc, c'est important de considérer que le père a son rôle à jouer là-dedans. Il y a différents outils qui existent de différents organismes qui parle de l'implication du père dans l'allaitement, des articles. On pense à la Ligue La Leche qui a des articles sur le sujet, Naître et grandir, la Fondation Holo également. Donc, c'est vraiment de garder en tête là, et d'impliquer le père quand on a une allaitement ou quand on a à interagir sur ce sujet.
Ensuite, il y a l'objectif 1.4 qui est le dernier objectif de l'axe 1 qu'on va vous présenter aujourd'hui avant de poursuivre vers l'axe 3. Donc, on veut informer les parents, que ce soit mère, père, coparents, donc tout le monde. On veut les informer au bon moment et selon leurs besoins. Donc, il y a différentes actions qu'on voulait vous soulever aujourd'hui. Donc, la première action est de bonifier l'information transmise aux parents via le service Ma Grossesse. Je ne sais pas si tout le monde connaît le service Ma Grossesse, mais en gros, si j'y vais très brièvement, c'est un avis de grossesse provincial qui est informatisé. Donc, une femme enceinte qui est enceinte peut s'inscrire en ligne et déclarer sa grossesse. Et ceci lui donne accès, dans le fond, lui donne l'opportunité de se faire rappeler par une intervenante de son établissement de santé, de son CLSC, pour savoir ce qu'il y a comme service dans sa région, ainsi qu'avoir des services selon ses besoins dans son CLSC. Donc, ce système-là est à ses débuts. Donc, ça fait 2-3 ans que le service existe et on a l'intention de bonifier l'information qu'on peut transmettre avec ce service-là, que ce soit à la femme enceinte, mais aussi au père, à la famille. On a vraiment en tête de regarder ça et je coordonne ce service, donc c'est une action qui m'est très à cœur, que j'ai très à cœur dans ce plan d'action. Tantôt, Raymond parlait des rencontres prénatales de groupe. Donc, il y a la diffusion et l'implantation du cadre de référence pour soutenir l'organisation de ces rencontres pré- et postnatales. Le cadre de référence sera disponible sous peu. Mais sachez que dans ce cadre-là, il y a vraiment les pairs qui ont été considérés. Donc, il y a vraiment une stratégie qui est d'adapter les rencontres prénatales de groupe pour les pères et les coparents pour qu'ils se sentent inclus dans les cours prénataux, de ne pas être là juste par parure. Donc, c'est souvent ça qu'on entendait. Donc, on veut vraiment adapter le tout selon leurs besoins. Dans le cadre de référence, il y a d'ailleurs une énumération des besoins des pères. Il y a quelques techniques aussi d'animation qui sont énumérées, des activités proposées pour aider justement l'inclusion des pères et des coparents, que ce soit d'utiliser des termes inclusifs ou d'encourager vraiment la reconnaissance mutuelle entre les parents. Donc, qu'est-ce que l'un et l'autre recherchent, c'est quoi leurs besoins, mais aussi l'idée d'avoir une animation ou une co-animation par un père peut aider aussi le sentiment d'appartenance ou même des rencontres réservées aux pères. Donc ça, c'est des exemples ici et là que je nomme, mais ces rencontres-là, c'est le début de la parentalité, donc comment on se voit comme parent. Donc, on voit vraiment une pertinence à ce que toute la famille soit incluse. Dominique, je te laisse poursuivre avec le troisième point. Oui, on souhaite aussi diffuser des outils qui permettent de sensibiliser la population au deuil périnatal et à la prévalence des fausses couches et à leurs effets sur les parents et l'entourage. Vous savez peut-être, mais en mai dernier, l'Assemblée nationale a proclamé la première journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. Donc, le 15 octobre de chaque année, à partir de cette année, sera la journée québécoise de sensibilisation. Et nous avons également, en tant que ministère, subventionné, on a financé des outils là, qui ont été développés par une chercheure de l'Université du Québec en Outaouais, qui est Francine de Montigny, avec son équipe, là, qui ont travaillé sur différents outils. Et là, je vous annonce ça en primeur là, parce que ça devrait sortir quelque part justement le 15 octobre au plus tard là, pour la journée québécoise. Donc, il y a, entre autres, un documentaire et dans ce documentaire-là, je peux vous assurer que les pères ne sont pas évacués, ils sont considérés, il y a des témoignages vraiment touchants de papas, de grands-parents. Donc, je pense que ça va vraiment venir répondre à un besoin. Il y a des infographies aussi qui ont été produites, donc tout ça devrait être dévoilé là, pour cette journée-là. Donc, on vous invite à garder l'œil ouvert et on pourra transmettre à Raymond là, les liens dès qu'on les aura pour ces outils-là.
Super. Donc, je reprends le tour de parole pour terminer avec une action de l'axe 3 qu'on voulait vous mettre de l'avant. Donc, cet axe 3, c'est vraiment, comme je disais tantôt, on veut soutenir les professionnels et les intervenants dans leurs actions auprès des familles. Il y a certains contextes qui demandent plus d'accompagnement, plus de formation. Donc, cet axe-là, il est consacré. Mais un objectif précis que on voulait vous mettre de l'avant, c'est de miser sur l'expertise de chacun par des pratiques de collaboration. Je le disais en introduction, un des principes directeurs est la collaboration, le travail ensemble. Donc, une des actions, c'est de favoriser une connaissance des services de part et d'autre, une confiance, une collaboration mutuelle entre le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire. On peut me dire oui, mais encore, c'est un beau vœu pieux, mais c'est sûr que ce genre d'action-là, ça se fait pas, c'est pas le ministère qui va nécessairement faire ça tout seul, donc c'est un travail ensemble. Quand je disais tantôt que des différentes actions ont des responsabilités partagées, ça, c'en est une. Donc, pour travailler justement sur des services comme le service Ma Grossesse, avoir dans mon équipe aussi des collègues qui travaillent avec le programme CIP, le suivi au lot, c'est important d'avoir des personnes identifiées dans les équipes de périnatalité des CLSC, dans les organismes communautaires et autres, dans les bibliothèques. Ça peut être peu importe où les familles sont, d'avoir des références, de se faire connaître, de travailler ensemble pour offrir des services, répondre aux besoins des familles. Donc, ça peut être un genre d'action de simplement, je dis ça simplement, on s'entend, mais de connaître la personne de référence dans l'organisme, de prendre le téléphone, de se faire connaître pour justement essayer que les parents se sentent plus soutenus, avoir un message cohérent et voilà, dans le fond, un genre de filet social là, en dehors de leur mur familial. Donc, on arrive maintenant à la conclusion. Donc, en gros, on revient à l'essentiel. C'est ça vraiment, quand on parle du plan d'action, on se concentre sur la famille, c'est des services inclusifs centrés sur celle-ci. Il y a tout le volet petite enfance qui est ajouté au plan d'action sur la périnatalité, la politique qui existait avant et le travail collaboratif, je viens de le nommer, pour augmenter l'accès, répondre aux besoins des familles, donc vraiment travailler ensemble, le réseau de la santé, les organismes communautaires et tout autre organisme qui travaille là, qui sont autour là, des familles québécoises. Donc voilà, merci beaucoup pour cet accueil aujourd'hui. Puis je retourne la parole à Raymond pour la suite du webinaire. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci, Dominique, pour cette belle présentation. On sait que pour vous, c'est important, là, tout ce qui est la question des pères, des coparents, de la famille et tout ça. Puis j'ai parlé avec beaucoup de gens du ministère, puis j'ai vu aussi que c'était vraiment des valeurs importantes là, que les gens défendaient. Et effectivement, vous avez choisi de pointer certains éléments, mais à chaque fois, dans le fond, qu'on parle de parents, dans le plan d'action de périnatalité, ça veut dire qu'il y a aussi des pères, il y a aussi des coparents. Donc, quand on dit qu'on vise les parents, quand on parle de santé mentale, quand on parle de pères immigrants, quand on parle de prévention de la violence conjugale, etc., ça veut dire qu'il y a un paquet d'autres leviers aussi pour l'intégration des pères, des coparents. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire, il y a des belles cibles, c'est sûr, c'est assez ambitieux tout ça, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis nous, on est très contents de l'approche père et coparents. C'est l'approche qu'on avait adoptée dans notre document de travail pour être sûr, pour bien marquer le coup qu'on est inclusif. À chaque fois qu'on a écrit père, on a écrit et coparents pour être sûr là, que les deux sont importants. Et donc, c'est l'idée d'être dans une logique d'inclusion, d'addition. Comment être sûr? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est de mobiliser tous les parents, toutes les figures parentales qui sont autour des enfants. Donc, c'est vraiment ça l'esprit, je pense, qui est là. Puis ça, on est très, très, très content de ça. Ce que je suis content aussi, c'est qu'on n'a pas gardé l'expression autre parent, des fois qui a été utilisée dans le passé, qu'on trouvait malheureuse pour tous les coparents. Hein, t'es parent d'un enfant, t'es pas l'autre, là. Fait que ça, c'est chouette qu'on parle de coparents maintenant, puis ça inclut toute l'idée de la belle coparentalité, du ensemble pour les enfants, ce qu'on aime là, vraiment, vraiment beaucoup.
En terminant, avant de passer la période de questions, je voudrais juste mentionner que nous, le lendemain de la superconférence, le 21 février prochain, on va faire un grand événement de mobilisation autour de la périnatalité, de la mise en œuvre du plan d'action et tout ce qui se passe, tout ce qui grouille dans ce dossier-là, parce qu'on pense aussi que c'est important que les millions soient mobilisés pour dire, ben c'est là c'est important pour nous et on a un rôle à jouer aussi dans tout ça. Comme le dit Julie, tout le monde a un rôle à jouer pour qu'on avance là, de ce côté-là. Et je vous rappelle simplement que les personnes inscrites donc recevront une infolette post-webinaire avec les documents qui ont été évoqués pendant la présentation et aussi l'enregistrement pour suivre la présentation en différé. Donc là, ça veut dire qu'il nous resterait une quinzaine de minutes pour une période de questions. Alors là, je vais vous demander ceux qui veulent poser des questions, de lever votre main parce qu'on est quand même 122 personnes en ligne et je vais vous demander un peu de discipline. Donc, s'il vous plaît, évitez l'éditorial de 10 minutes. Je sais que vous avez plein de choses à dire, vous êtes des passionnés, mais comme on a 15 minutes, puis il y a beaucoup de personnes, donc si vous pouviez donc arriver avec des questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir quand même quelques réponses, puis éviter les conversations aussi. Donc, des fois, ça peut être moins agréable. Donc, ça sera un petit peu ça. Alors, donc, maintenant, on passera aux questions. Donc, en bas de votre écran, vous avez le bouton « Réaction » et là-dedans, vous avez « Lever la main ». Donc, vous allez pouvoir, je vais identifier les personnes qui lèvent la main et vous allez pouvoir poser votre question au micro. Et donc, Julie et Dominique là, sont là pour répondre à vos questions à ce sujet-là. Alors, donc, la parole est à vous. Alors, vous n'êtes sûrement pas timide, là, vous êtes 122, je ne peux pas croire que vous n'avez pas de questions. Bon, c'est le fun, on a quelqu'un qui va casser la glace. Donc, Chantal, quelle est ta question? En fait, c'est pas une question, Raymond, c'est plus un commentaire ou en tout cas une suggestion. Moi, je suis d'accord avec tous les objectifs. Je suis intervenante périnatale interculturelle. C'est sûr que je m'étonne de voir quand même que je sais qu'on dit inclusif, fait qu'on inclut justement les pères immigrants et tout ça, mais j'aurais aimé ça voir apparaître le mot sécurisation culturelle parce que je trouve que quand on parle de santé mentale et de fragilisation des pères, plus ils sont impliqués, plus ils sont vulnérables aussi à la détresse, postpartum et tout ça. Donc, je trouve que peut-être qu'il y aura un petit point qui pourrait mentionner que nous, les intervenants en santé et services sociaux, on a ce rôle-là de s'assurer que le père, je dis père parce qu'on est plus en train de souligner son implication, comment on peut faire pour allier sa culture et notre désir culturel qu'il s'implique à la manière québécoise, là. Je trouve qu'il y a un enjeu vraiment là-dessus en ce moment parce qu'on est beaucoup dans la diversité. Puis des fois, quand on demande au père, il va faire ce qu'on dit, si on lui fait des recommandations, mais à quel point il est en train de pas se retrouver là-dedans ou en tout cas de se vulnérabiliser parce que s'il rentre dans la salle d'accouchement, par exemple, puis que c'est pas du tout dans sa culture, mais qu'on l'a pas préparé à ça, des fois, il vit des traumas, puis là, il devient très en désarroi par rapport à quel est mon rôle, quelle est ma position, c'est quoi avoir un premier bébé dans un pays d'accueil, etc., etc. Bien, merci beaucoup. C'est une très, très belle intervention que je partage, bien évidemment. Tu sais, vous savez qu'on a un gros projet sur les pères immigrants financé par le ministère de l'Immigration, donc on partage ces préoccupations-là. Je ne sais pas, je vois que Julie a découpé son micro. Alors, je ne sais pas si tu souhaites réagir à cette belle intervention-là. Observateur. Ben oui, en fait, puis je suis tout à fait d'accord avec le commentaire dans le sens que, puis là, on n'a pas, comme on disait Dominique, on a présenté quelques aspects, mais il y a des actions qui sont justement pour la formation des intervenants pour à travailler en contexte d'immigration. C'est sûr que l'aspect de sécurisation culturelle est important, tout à fait. Donc, je dirais, oui, effectivement, le mot est peut-être pas écrit, puis là, j'essaie de trouver le plan en parallèle, là, je ne peux pas tout faire en même temps, mais quand on parle de
de justement accompagner les intervenants pour mieux les soutenir. La sécurisation culturelle est de plus en plus présente là, dans ce que j'avais vu. Il y a des formations qui existent déjà et il y en a qui seront faites également. Donc, cet aspect-là a sa pertinence tout à fait. Donc, moi, je me le prends en note. Puis Dominique aussi, parce que c'est aussi dans sa direction. Mais effectivement, cet aspect est important. Oui, oui. Oui, Merci. puis il y a déjà des formations disponibles, puis il y a d'autres actions là, qui sont en cours et qui vont donner lieu à différentes mesures aussi, là, mais c'est effectivement adressé dans le plan d'action global, mais comme dit Julie, on a dû faire des choix pour essayer de garder du temps d'échange avec vous, mais c'est certainement considéré, là, effectivement. Ben, merci beaucoup. Très belle intervention. Est-ce qu'on a d'autres interventions, questions, commentaires? Oui, il y a Alex Gauthier de la FQOCF. La parole est à toi, Alex. Merci, Raymond. Et belle présentation. Julie, je me permets de tutoyer, mais j'ai soulevé le vœu pieux de vouloir arrimer les intentions avec ce qui se fait sur le terrain, avec les organismes qui connaissent cette expertise-là. Est-ce que il y a une approche? Est-ce que dans le plan de match, il y a comme, bon, on va aller voir les organismes? Y a-t-il un moment, un lieu où on pourrait faire partie de la loupe puis participer à ça sur cet arrimage-là? Parce qu'on sait que c'est la clé, hein, la collaboration, le partenariat. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était dans la loupe par rapport à tout ça ou pas encore? Je dirais, là, je vais parler vraiment dans mes dossiers à moi. Je pense que justement, ce vœu pieux-là peut être dans plusieurs dossiers. En ce moment, j'ai pas tu sais, j'ai rien annoncé d'aspect national, de regroupement, de discussion et tout ça. Mais je sais que, par exemple, dans certains dossiers, le fait de vouloir travailler ensemble, mais moi, c'est quelque chose que je veux faire, par exemple, pour le service Ma Grossesse. Donc, oui, on a déjà interpellé justement à ce niveau-là certains organismes communautaires. On veut continuer aussi de travailler. Donc, je pense que c'est au niveau national, c'est que chaque porteur de dossier doit l'avoir en tête de favoriser cet arrimage-là, mais il n'y a rien de national ou d'organisé là, pour le moment. Je ne sais pas si Dominique veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. C'est complet, merci Julie. Ben, Merci. on peut mentionner quand même que la FQCF fait partie du Comité de travail national sur les pères et la périnatalité. Donc, c'est sûr que sur la concertation intersectorielle, on va revenir en gang là-dessus. Là. Vous pouvez compter qu'on va on va vous relancer parce que c'est clair qu'on croit vraiment que c'est l'alliance du réseau de la santé et du milieu communautaire qui peut faire qu'on peut faire de quoi d'intéressant parce que c'est vraiment complémentaire. Les deux sont essentiels. Là. Fait que c'est sûr qu'on va vous en parler là, de ce dossier-là. S'il y a des gens qui ont déposé... Ah, tiens, Nancy, oui. Vas-y, Nancy. Voilà. Alors, merci. Je voudrais juste vous parler de pouces justement à faire là-dessus. C'est que je me dis, en tant qu'organisme famille, ce que je vois aussi, c'est qu'on y va jusqu'à 5 ans. Donc, oui, les maisons de la famille, les organismes communautaires famille, ils font des activités vraiment qui visent les 0-5 ans et on les attrape tout petits. Fait que je pense qu'un arrimage avec le ministère de la Famille pourrait également être intéressant. Fait que ce que j'entends, Julie, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait canné, mais on l'a dans la mire, puis il faut... fait que dans le fond, j'appuie ce que Alex venait tout juste de nommer, là, parce que je pense qu'on travaille déjà fort et depuis très longtemps là-dedans. Voilà, oui, bien, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, Madame Champagne. Puis, effectivement, justement, dans les dossiers que je porte, le ministère de la Famille est souvent inclus, justement, pour rejoindre les organismes communautaires. Donc, oui, en fait, c'est vraiment de ce réflexe-là. Tu sais, je pense, Raymond aime parler du réflexe paternité. Moi, c'est un peu le réflexe arrimage. Donc, vraiment que chaque porteur de dossier au ministère ait ce réflexe-là. Mais aussi au niveau régional. Donc, quand je travaille dans un CLSC ou à la DRSP en santé publique, d'avoir le réflexe d'aller voir le milieu communautaire. Puis l'inverse, c'est vrai aussi, de cogner à la porte, de voir comment on peut travailler ensemble. Donc, je pense que plus ça va s'écouler et tout ça, plus on va pouvoir mettre ça en branle. Oui, puis il faut se faire voir aussi. Il ne faut pas se gêner pour être présent, relancer et tout ça. On sait que dans le réseau de la santé, il y a des gros défis, puis on sait particulièrement que c'est une période exigeante. Maintenant, on sait que c'est un peu une période de turbulence, l'arrivée de Santé Québec qui s'en vient. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de sous non plus dans les enveloppes gouvernementales.
Fait que je pense qu'on a un rôle aussi de se mobiliser puis de se faire voir, de se faire entendre de façon évidemment respectueuse et constructive. Mais je pense que c'est important d'être présent aussi au niveau local, régional, national pour la suite des choses. Alors, Alice, je te cède la parole. Oui, bonjour. Donc, Alice de Préma Québec. On vient de parler d'enveloppe gouvernementale, là, mais on a évoqué la nécessité d'adapter, par exemple, les unités néonatales pour inclure davantage les pères. Est-ce qu'il est prévu, au-delà des nouvelles constructions d'hôpitaux, là, est-ce que pour les unités déjà existantes, il est prévu d'allouer des budgets pour ça ou de suggérer des livrables aux unités néonatales? Comment c'est vu à long terme? En fait, cet aspect-là ne fait pas partie du plan d'action en petite enfant de périnatalité. Ça fait vraiment partie des budgets plus de fonctionnement. Donc, c'est des projets à part qui viennent répondre à certaines actions, certaines mesures du plan d'action. Je ne pourrais pas aller plus loin au niveau du financement. Je ne suis pas assez ferrée, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais c'est sûr que tout ça fait partie des critères qui vont permettre de favoriser un projet plutôt que l'autre, là, certainement. Ouais, c'est sûr il y a des défis, hein, on sait parce que des aménagements physiques, ça coûte cher. Puis comme je le disais là, précédemment, on est dans un contexte budgétaire exigeant. Fait que c'est sûr, il y a des défis, là, certainement. Ben, merci Dominique, merci Alice. Jean-Martin? En fait, il y a des questions intéressantes avant moi dans la boîte de discussion. Je céderai la priorité. S'il me reste du temps, je poserai ma question. OK, bien, si vous voulez vous manifester, les personnes, parce que c'est intéressant d'entendre la personne poser sa question. Fait que si les OK. gens souhaitent poser la question, là, n'hésitez pas à vous manifester. OK. Sinon, ben, écoutez, Jean-Martin pose sa question, puis après ça, peut-être les gens reviendront. Ça marche. Je suis particulièrement intéressé par le cadre de référence d'animation des rencontres prénatales qui inclut le père. On nomme cadre de référence, mais on parle de quoi? Est-ce que c'est un guide avec des idées, des thèmes, des stratégies d'animation ou des capsules particulières? Le côté contenu est laissé, dans le fond, à la discrétion des régions. Donc, ce qu'on se rendait compte, en fait, avec les rencontres prénatales, puis ça fait quelques années que ça a été soulevé, c'est que chaque région fait son offre de service et ça peut aller dans tous les sens, autant, c'est des bonnes choses, mais on voulait, en fait, harmoniser l'offre de service pour les parents. Donc, il y a un cadre de référence qui a été fait pour un peu donner les grandes lignes. Donc, qu'est-ce que devrait être une rencontre prénatale de groupe? Est-ce qu'on doit adapter selon les personnes qu'on a devant nous? Quelques exemples d'animation, mais c'est pas un guide d'animation parce que là, on voulait pas dire quoi faire non plus. C'était vraiment donner les grandes lignes et après, chaque région peut développer ses propres rencontres. Raymond parlait tantôt de la Direction régionale de santé publique de Montréal qui est en train de travailler sur une boîte à outils pour animer des rencontres prénatales de groupe. Donc là, on est plus dans du contenu. Puis Raymond connaît ce groupe-là, donc les pères vont être inclus, inquiétez-vous pas. Donc, c'est plus cet aspect-là qui va être plus concret, je dirais. Est-ce que c'est un document qui est public ou... Pas encore. OK. Donc, ça s'en vient. Je donne jamais de date. Moi, j'ai appris à jamais donner de date depuis que je suis au ministère, mais il est très avancé. Donc, ça s'en vient pour ensuite, justement, que la boîte à outils circule. Merci. Donc, il y a vraiment des travaux sérieux, je peux en attester. Là, nous avons été consultés sur le cadre de référence. Puis effectivement, les travaux de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, il y a vraiment des travaux qui ont été faits avec beaucoup de consultations, avec le souci d'entendre les gens du réseau, les gens du milieu communautaire, les gens des différentes régions. Et il y a vraiment des travaux structurants et intéressants qui s'en viennent, les porteurs, là, puis toujours dans une perspective d'inclure toutes les réalités familiales. Alors, on a peut-être du temps pour une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a une dernière personne qui souhaite intervenir? Une fois, deux fois, trois fois? Bien, peut-être que le mot de la fin à Julie et à Dominique. Merci. Non, non mais je pense que
vous l'aurez compris, là, on veut tous travailler ensemble pour le bien-être des enfants, de leur famille. Donc, le plan d'action, oui, il est costaud, effectivement. Plusieurs mesures, plusieurs choses qui peuvent en découler, mais ce n'est pas toutes des nouvelles actions. Donc, c'est de poursuivre le travail que vous faites parce que vous êtes au quotidien avec des familles, donc de continuer ces actions-là. Puis, dans le fond, c'est quand on travaille ensemble à tous les niveaux. Je pense que c'est un peu ça mon message. On travaille ensemble, tous les niveaux, arrimage, je pense que c'est mes mots préférés ces temps-ci. Donc, de vraiment miser là-dessus pour qu'on puisse offrir aux familles québécoises le meilleur pour répondre à leurs besoins. Oui, puis Julie était précédemment à la Fondation Holo, donc elle connaît bien les réalités du terrain, elle connaît bien les partenariats, elle connaît bien les acteurs, les actrices. Fait que donc, c'est une bonne interlocutrice là, pour faire des arrimages, justement. Alors, ben, Oui. merci beaucoup, Julie. Dominique? Merci beaucoup tout le monde là, d'avoir pris du temps et moi j'apprécie beaucoup justement ce contact-là qu'on peut avoir via le RVP là, pour justement nous amener les couleurs et les différents défis qu'il y a pour nous qui sont des fois un peu plus loin. Donc, ça nous permet de nous garder les deux pieds dans la réalité, c'est vraiment important. Donc, merci de continuer de nous faire part de vos réalités à travers Raymond. C'est ça qui nous permet d'être pertinent et de continuer justement, comme dit Julie, de bien servir la population puis de mettre nos efforts aux bons endroits. Fait que un grand merci, puis on est très heureux. Moi, je suis très heureuse d'avoir été invitée parmi vous aujourd'hui. Là. C'est une belle rencontre, donc je vous remercie beaucoup. Super, ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, la clé, hein, moi je le dis toujours en mobilisation, c'est du ensemble. Hein, on a besoin de tout le monde. Dans la famille, on a besoin de tous les membres de la famille. Pour avancer dans notre société, on a besoin du milieu communautaire, du réseau de la santé, de la recherche, de tout le monde pour que ça avance. Puis je pense que c'est ça. Et ce dossier-là, il est grand, il est beau, il est ambitieux. Ça ne se fera pas tout seul. Donc, je pense qu'on a besoin de chacun d'entre nous. Et donc, je vais vous réitérer l'appel à la mobilisation. Donc, 21 février prochain, à l'Hôtel Universel de Montréal, grand événement pour justement de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut avancer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, mais ce qu'on souhaite maintenant, c'est que les intentions se concrétisent puis qu'on passe à l'action finalement. Fait que merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à Merci. vous.